En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été convoqué par la justice française dans le cadre d'une plainte du fils de Laurent Gbagbo, convocation qu'il a démentie. Au Rwanda, les sénateurs ont adopté la modification de la Constitution devant permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de diriger le pays jusqu'en 2034. Et puis en Guinée, le dernier cas connu d'Ebola, une petite fille de 3 semaines dont la mère est décédée après l'avoir mise au monde, a été officiellement déclarée et guérie. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le mercredi 18 novembre de l'an en 2015. Bienvenue à tous. Au Bénin, la fièvre électorale monte au fur et à mesure que l'on approche de l'élection présidentielle de 2016. Les suscitations de la candidature de Sébastien Adjavon fusent de partout. Le collectif des artisans du plateau d'Abomey, situé à près de 160 km au nord de Cotonou, ont également rejoint la vague de soutien à l'opérateur économique. Sébastien Adjavon, nous avons désormais le devoir d'annoncer et de propager cette bonne nouvelle, celle qui consiste à élire sans aucune crainte le président Sébastien Germain Adjavon en 2016. La seule candidature qui rassemble, rassure et conduit le Bénin à une destination certaine. D'où nous, artisanes et artisans de la cité royale d'Abomey et environ, suscitons et soutenons la candidature du président Sébastien Germain Adjavon. D'abord, la mobilisation est tellement forte, c'est impressionnant. Vous voyez, et on sent en eux une certaine volonté d'aller de l'avant. Ils ont saisi l'occasion et nous allons les accompagner pour que cet exploit tant proclamé soit effectif. À travers les allocutions que nous avons eues tout à l'heure, on a su que le peuple a compris toutes ces œuvres humanitaires que ce monsieur a pu réaliser. Nous sommes arrivés à un carrefour où il faut vraiment profiter pour confier le pays, la destinée de ce pays, à quelqu'un qui a la possibilité de vraiment conduire ce beau Bénin à bon port. Et je pense que c'est le cas de Sébastien Germain Adjavon. En Côte d'Ivoire, le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi N'Guesson s'est entretenu lundi à son domicile avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Occasion pour cette dernière de le féliciter pour son attitude exemplaire après sa défaite à la présidentielle d'octobre dernier. Chris Paterne à Sémian. Abidjan, Riviera-Mbaton. Pascal Affi N'Guesson accueille à son domicile la représentante du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan, Aïchatou Mindaoudou. Une rencontre qui intervient après les élections présidentielles du 25 octobre 2015, perdues par le candidat du Front populaire ivoirien face à Alassane Ouattara. Il a toujours eu une posture qui a consisté à mettre en avant l'intérêt général et à faire en sorte que les conditions minimales soient réunies pour que la Côte d'Ivoire soit renforcée sur le chemin de la paix et de la réconciliation nationale. J'ai également évoqué avec lui les préoccupations qui sont celles du FPI, qui se rapportent aux prisonniers politiques, qui se rapportent aux prisonniers à la libération des comptes, qui se rapportent aussi aux exilés et à la libération des maisons. Nous avons réaffirmé, Madame la représentante spéciale, notre engagement dans le jeu politique, notre confiance dans le jeu politique. Et cet engagement va se poursuivre à l'occasion des élections à venir, notamment l'élection législative et les élections locales. Pour espérer reconquérir quelques voix dans les urnes au prochain scrutin, le parti de Laurent Gbagbo est amené à relever le défi de la cohésion et de l'unité. Ce à quoi s'attelle Pascal Affi N'Guesson qui essaie de recoller les morceaux après l'échec du parti au présidentiel d'octobre 2015.
Restons en Côte d'Ivoire où le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été convoqué par la justice française pour être entendu dans le cadre d'une plainte du fils de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette plainte qui date de 2012 porte sur des accusations d'enlèvement, de séquestration et de traitement dégradant et inhumain. Guillaume Soro, qui est attendu le 24 novembre devant le juge d'instruction, soutient toutefois qu'aucune convocation ne lui est parvenue. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Rwanda, les sénateurs ont adopté la modification de la Constitution, un acte qui doit permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. À la suite donc de la Chambre basse, le Sénat a voté les nouveaux articles 101 et 172 qui ont été définitivement adoptés. Prochaine étape donc, la Chambre des députés doit réexaminer la soixantaine d'articles sans lien avec le nombre de mandats présidentiels amendés par les sénateurs. Une fois adopté dans son ensemble, le test définitif de la nouvelle constitution devra être soumis à référendum à une date non encore précisée. En République démocratique du Congo, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a enfin pris les rênes de la MONUSCO afin de poursuivre la mission de son prédécesseur. Mama Sambo Sidikou est officiellement entré en fonction lundi à Kinshasa avec d'importants défis à relever. Plus de précisions à travers ce reportage. C'est un territoire connu, mais pas forcément conquis, que Maman Sambo Sidikou, le nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, a pris les commandes de la MONUSCO. Quelques années plus tôt, l'homme y avait déjà travaillé, mais pour le compte de l'ONG Save the Children. C'était en 2010. Maman Sambo Sidikou arrive en RDC alors que les relations entre la MONUSCO et les autorités congolaises sont dans l'impasse depuis plusieurs mois sur fond de divergence entre les deux partenaires. La pomme de discorde, la façon de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays et la gestion des tensions politiques nées de l'incertitude sur la tenue de la présidentielle censée avoir lieu en 2016. De sa venue, plusieurs diplomates étrangers espèrent qu'elle permettra de relancer la coopération militaire entre les casques bleus et l'armée congolaise. Une coopération pratiquement au point mort depuis le début de l'année. Le processus électoral, le retour de la paix, l'éradication des groupes armés et la relance de la coopération entre les FARC et la MONUSCO constituent les défis majeurs à relever. Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, Maman Sambo Sidikou était à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie lorsqu'il a été nommé début octobre en remplacement à Martin Kobler pour diriger la MONUSCO, la mission onusienne la plus grosse au monde, avec près de 20 000 agents, soldats et policiers confondus. En Guinée, le dernier cas connu d'Ebola, une petite fille de 3 semaines dont la mère est décédée après l'avoir mise au monde, a été officiellement déclarée guérie. L'information a été confirmée hier mardi par l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Voici les images. Le dernier test sur la petite fille, qui était soignée au centre de traitement d'Ebola de Médecins sans frontières à Conakry, a été fait lundi. Elle a été déclarée guérie et ne présentait plus aucun signe négatif. Mais s'agissant du premier bébé contaminé à avoir guéri, elle continuera à recevoir un soutien médical spécialisé avant de retourner chez elle. Sa mère a accouché avec nous ici dans le CT. Et quand elle a accouché, c'est le même jour qu'elle a rendu là. Et nous avons toujours continué à suivre la petite et à lui donner les traitements dont elle devait bénéficier. Parce que lorsqu'elle était née, on a fait le test, elle était positive. Jusque maintenant, la petite va bien et son état s'améliore. La fin de l'épidémie pourra être déclarée en Guinée 42 jours après le second test négatif sur la petite fille de 3 semaines, si aucun cas n'est signalé d'ici là.
On est très contents. Bien sûr, pendant ces 42 jours, il faut quand même faire attention, il faut être vigilant, mais cela veut dire qu'il n'y a plus de contact en Guinée depuis vendredi et que le dernier patient a eu 2 tests négatifs. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés selon l'OMS. Les victimes se concentrent à 99% dans 3 pays limitrophes. La Guinée, d'où est partie l'épidémie en décembre 2013, la Sierra Leone et le Libéria, où la fin de l'épidémie a été proclamée respectivement le 7 novembre et le 3 septembre dernier. Au Bénin, un forum national sur l'alimentation scolaire rassemble à Cotonou des experts de plusieurs horizons et décideurs politiques. Plus aucun enfant béninois ventre vide à l'école, c'est l'objectif visé par ces assises. La vision est de faire de l'alimentation en milieu scolaire une porte d'entrée du développement. Claire Stéphane, Sacramento. La couche juvénile représente dans de nombreux pays d'Afrique la majeure partie de la population et par conséquent le socle d'une croissance certaine. Ce serait se voiler la face que de parler de développement durable, effectif, sans en faire un maillon, le bien-être des enfants. Leur santé ne saurait être assurée tant que leur nutrition n'est pas de qualité. L'une des solutions, garantir une alimentation scolaire complète et sécurisée, car c'est là que les enfants passent le clair de leur temps. D'où la promotion des cantines scolaires pour nourrir et maintenir à l'école les enfants. Si vous l'observez bien, vous pouvez tous remarquer, en qualité de parents, l'agitation, l'intolérance, l'imprudence, l'impatience, les caprices et même la désobéissance qui caractérisent les enfants qui ont faim lorsque les adultes leur parlent ou leur commandent des tâches à accomplir. De même, en milieu scolaire, tous les maîtres et les maîtresses, les professeurs des lycées et collèges témoignent que les enfants affamés sont moins dociles, moins attentifs, moins studieux. Investir dans l'alimentation scolaire, c'est donc promouvoir le développement durable de la nation. Dans ce sens, le financement de 1500 cantines scolaires dans plus de 8000 écoles primaires au Bénin permet de pallier à plusieurs problèmes. La cantine scolaire répond à plusieurs impératifs. D'abord, aussi basique que ça puisse paraître, mais c'est essentiel, on évite que les enfants viennent à l'école avec le ventre vide et restent à l'école avec le ventre vide. La deuxième chose, c'est que la cantine scolaire est devenue très attractive pour les parents et particulièrement les familles très défavorisées parce que comme ça les enfants sont sûrs d'avoir un repas équilibré et de qualité pendant la journée à l'école. Un projet qui est effectif grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers dont le Programme alimentaire mondial. Le bien fondé de l'initiative est si évident. Ce projet noble mérite cependant un meilleur suivi sur le terrain pour s'assurer de sa mise en œuvre dans le temps et surtout de la bonne gestion des fonds y alloués. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.